Pourquoi moi, c'est ma place préférée ici? C'est avant. Là, ça a poussé beaucoup, là, parce qu'on parle de là, 25 ans. Là. Tu arrivais ici, là, tu te mettais en plein centre, tu faisais le tour, tu voyais tout. Le lac, la ville, Orford, puis le fond du bois là-bas. Puis c'était ici qu'il y avait le plus de cochonneries. C'était la place à nettoyer en premier, là. Quand tu voyais des toits d'auto là, dépasser, c'est parce que le reste de l'auto était dans terre, là. La forêt ne pouvait pas pousser, là. Tu n'as pas besoin de lui donner beaucoup d'espace pour qu'il puisse pousser. Fait que tout l'espace qu'on lui a donné, bien, regarde, ça a fait ça. Hey, tant mieux, tant mieux. Ce qui est beau dans l'histoire de la MRAC, c'est qu'au départ, c'était un groupe de personnes, des citoyens ordinaires, avec peu de moyens, et qui ont décidé de prendre un territoire mal aimé, un dépotoir, un ancien parcours de chemin de fer, et de travailler avec leurs bras pour le mettre en valeur. Ça n'aurait pas pu être fait sans l'apport de la ville de Magog et du canton de Magog à l'époque. Mais ces gens-là là, avaient des bottes de pêche, puis ils étaient dans le marais, puis ils travaillaient. Là. L'idée d'aménager le marais de la rivière aux Cerises m'est arrivée lorsque je venais faire du kayak sur la rivière aux Cerises. Et je me disais, c'est incroyable de rien faire avec ça. Et je faisais mon bac en géographie. Et dans le cadre d'un cours d'aménagement du territoire, on a décidé de se regrouper, 4 étudiants de l'Université de Sherbrooke. Et on a fait un plan d'aménagement d'ensemble pour mettre en valeur le marais et puis pour donner accès à la population à ce joyau-là qui était comme caché par la route, par la voie ferrée. Donc, il s'est passé peut-être une année ou deux où il n'y a pas nécessairement eu d'action précise. Puis en 97, je vois dans le journal local du Reflet du Lac un groupe de citoyens qui voulait protéger le marais de la rivière aux Cerises. J'ai contacté le président, qui était M. Claude Van der Heyden. Je suis allé les rencontrer pour leur montrer, pour leur dire, écoutez, j'ai le goût de me joindre à votre regroupement, puis j'ai peut-être une idée sur comment ou qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce beau marais-là. J'habitais à Magog et j'ai découvert un petit peu par hasard des sentiers qui étaient remplis d'oiseaux. Je m'intéressais aux oiseaux, je m'étais déjà occupé du petit marais à Cateville. Puis à découvrir ça, je me suis dit, il y a d'autres choses, il y a dans le marais, il doit y avoir moyen de protéger ce marais-là. Le marais étant à cheval sur les 2 municipalités, bien, on a rencontré le maire du canton de Magog, Jean-Guy Saint-Roch, qui était déjà très intéressé et impliqué. Il avait fait des plans, il avait déjà sa petite idée. J'en ai parlé avec le maire de Magog aussi. Moi, j'avais des contacts avec la Fondation de la faune du Québec. Ça a aidé aussi pour pouvoir acheter tout le marais. Les 2 maires des 2 villes ne voulaient pas trop se parler, mais on leur a forcé la main. On les a invités gentiment à venir signer un protocole d'entente. Je pense que ce jour-là, il y avait aussi Action Saint-François qui était là, qui nous ont aidés. On a sorti du métal, on a vidé un ancien dépotoir. Puis dès la première année, on est venu faire, en 98, on est venu faire des activités de nettoyage. Et à ce moment-là, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup d'autos, des électroménagers, etc. On remplissait des containers. On ne parle pas de remorques, on parle de gros containers. Donc, on a ramassé à peu près 60 tonnes, peut-être un peu plus même, depuis qu'on vient ici. Si je ne me trompe pas, on est rendu à la 28e fois qu'on vient faire du nettoyage. Le premier sentier qu'on a fait, en partant justement de la rue du Moulin, c'était un terrain vague. Puis le sentier était pas facilement accessible.
Là, on était 4-5, puis on a ramassé quelques personnes en ville aussi qui sont venues nous aider à faire du bénévolat. On avait une ou deux brouettes, on avait des pelles, puis on avait des scies à main, une scie à chaîne, puis on avait demandé à la ville les véhicules de nettoyage de rue au printemps, quand ils vident, c'est du petit sable, de nous vider ça à l'entrée du sentier. Fait que c'est ça qu'on a pris pour remblayer, pour remplir le sentier. Et puis tout ça, on a fait à la main, à la brouette. On est arrivé jusqu'au bord de la rivière. J'étais plus là quand ils ont construit le pont, donc ça devait être autour de 99-2000. Quand j'ai commencé, le pionnier qui traversait était déjà là. J'ai plus fait le Petit Houx, puis la Boucle Sud, l'Aunay. On a commencé par couper les arbres pour se faire une trail. C'était à l'hiver qu'on a fait ça. C'était pour le côté pratique, parce que la machinerie qui venait faire les pieux, pour qu'ils puissent se rendre, il fallait que ça soit gelé. Puis nous autres aussi, en tant qu'on travaillait, parce qu'on ne pouvait pas marcher dans l'eau, dans la boîte, puis tout. Fait que là, ils ont fait livrer le bois sur le plateau. Puis pour les amener, il fallait les amener par hélicoptère. Puis moi, j'étais sur le 4 roues à amener les cordes qui attachaient les bundles de bois. L'hélicoptère, elle descendait, puis là, moi, il faut que j'aille chercher la corde. Puis là, il fallait que je remonte la corde, puis là, on faisait ça de même. C'était fret, mais c'était le fun. Toutes les étapes, en fait, d'aménagement du marais de la Rivière-aux-Cerises étaient basées sur un plan d'aménagement qui était déjà là, qui avait été élaboré par Éric Sévigny. Il y avait vraiment la phase des sentiers et la phase d'avoir un lieu d'accueil, dans le fond. Ça faisait partie de la suite des choses du plan d'aménagement du marais. Les pionniers de l'AMRAC, au tout début, ont logé leur activité dans un petit bungalow blanc ici à côté, qui était largement insuffisant pour les objectifs. On avait besoin d'espace et surtout un centre d'accueil pour la population. Si on veut sensibiliser les gens de la région, il fallait avoir un endroit accueillant et qui nous permettait de faire l'étalage des concepts que l'on voulait véhiculer. Ce qu'on voulait faire, c'est rapprocher le bâtiment de la nature. Donc, on a recherché quelque chose qui s'intégrait. En fait, quand on a rencontré notre architecte pour la première fois, on lui a dit tout simplement, le centre doit avoir près de 10 000 pieds carrés, doit loger toutes nos fonctions, et quand on passe sur la rue, on ne devrait pas le voir. Quand il s'est relevé de sa chaise, il a dit c'est impossible. Il dit non seulement ça, les salles à l'intérieur vont donner l'impression d'être à l'extérieur. Mais là, il retombe une deuxième fois de sa chaise. Mais il l'a réalisé. C'est vraiment, vraiment créatif. L'idée de faire de la sensibilisation, des ateliers, d'avoir des expositions thématiques, des expositions artistiques aussi, c'était dans nos plans aussi dès le départ, ça. Vraiment, pour continuer de garder le centre vivant, on a la nouvelle exposition Entre ciel et terre qui est là. L'objectif, c'est vraiment d'aller sensibiliser le public à la fragilité de la biodiversité, la fragilité des espèces d'oiseaux dans ce cas-ci, mais de la biodiversité en général, d'une autre façon. Il y a une exposition de 21 sculptures en bois d'oiseaux menacés du Québec. C'est extraordinaire. On a le culturel aussi. C'est un plus qui nous identifie aussi. Quand les gens viennent de d'autres pays puis qu'ils viennent voir des collections comme ça, ils sont impressionnés. On sensibilise les gens puis les enfants. C'est tout le côté éducatif pour les enfants aussi quand ils sont petits. Les programmes éducatifs, c'était de passer par les enfants, en fait, pour toucher toutes les strates. Toucher les parents, toucher les grands-parents, d'offrir un camp de jour qui était dynamique, qui touchait à plein de choses, autant l'art que les sciences, que bouger aussi dans le marais. Fait que les cases vertes, c'était ça, c'était d'offrir un laboratoire pour que les jeunes y passent l'été puis qui aient envie vraiment, après ça, de continuer de semer des petites graines de petits protecteurs de l'environnement à leur façon. Moi, j'habite à Montréal.
quartier Villeray. C'est plus mon ville qu'ici. J'aime ça être en nature, en fait, parce que ça m'a toujours fasciné, les animaux, les plantes. J'ai aimé ça, ramasser des couleuvres. C'était très le fun. Je trouve que c'est très beau, la couleur, en fait. Alors, j'ai vraiment aimé ça. On le sait que sans le comité de citoyens, sans la MRAC, sans l'Association du marais de la rivière aux Cerises, il y avait des plans de développement là, du marais là, jusqu'à la rivière. Donc, la ligne de condo qu'on peut voir derrière moi, ça aurait continué jusqu'à la rivière. Puis, vers l'est, il y avait le plan de faire une grosse épicerie avec un gros stationnement qui aurait complètement rentré dans le marais. Donc, on le sait que ça aurait été développé jusqu'au bordure de la rivière. Puis, il en aurait payé le prix. Encore une fois, faire du développement urbain dans un milieu humide comme ça qui est saturé d'eau, à chaque printemps, ça aurait été complètement inondé parce que le sol n'aurait pas pu absorber cette eau-là. Donc, les fondations des bâtiments auraient craqué. Il y aurait eu beaucoup d'entretien à faire à long terme. Donc, ça aurait été catastrophique au niveau de ces infrastructures-là, mais ça aurait été encore plus catastrophique au niveau de l'écosystème. Donc là, on aurait perdu toute cette richesse-là, cette biodiversité-là. On parle de plus de 150 espèces d'oiseaux, une trentaine d'espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, 400 espèces de plantes, incluant une douzaine ou même plus d'espèces à statut particulier puis d'espèces d'intérêt. Donc, toute cette biodiversité-là aurait été perdue. Et là, ensuite, bien, c'est toutes les fonctions écologiques au niveau de la biodiversité, sa capacité de capter le CO2, sa grande force au niveau de la filtration de la qualité de l'eau. C'est un milieu qui est hyper riche, puis nous, on le vend comme étant un immense laboratoire à ciel ouvert. Actuellement, c'est ça, on a 5 universités qui sont chez nous qui traitent de sujets complètement différents. On parle d'éthique, on va jusqu'au changement climatique, la qualité de l'eau, puis on fait des projets de recherche plus théoriques là, avec l'Université de Sherbrooke. Donc, on aime ça que les gens s'intéressent au marais, puis on aime ça que les gens viennent faire de la recherche parce que pour nous, ça nous permet d'avoir de l'acquisition de connaissances, puis mieux on connaît, mieux on protège. Depuis les années 50, on a perdu 30 des milieux humides, de notre milieu humide, hein? Pas beaucoup plus si on regarde le Québec en entier. Les plus grandes menaces sur le marais, la première auquel on pense toujours, c'est la pression du développement immobilier autour du marais. On a des menaces naturelles aussi, les plantes envahissantes, comme la phragmite, qui est malheureusement déjà rentrée dans notre marais. On a aussi des menaces comme la surutilisation. Dans les dernières années, on a vraiment beaucoup d'embarcations. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui se retrouvent à pagayer dans les herbiers aquatiques. Puis évidemment, bien, il y a toujours la menace du financement. On est un OBNL. On a une bonne part de notre financement qui est fourni par la Ville de Magog, comme on est gestionnaire de ces infrastructures. Mais il faut aller chercher d'autres subventions, il faut aller chercher des dons privés pour nous permettre de poursuivre nos missions. Le marais, on peut quantifier sa valeur économique. Et les études démontrent que c'est des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars, parce que ça évite de construire des usines d'épuration, des ouvrages de régulation des niveaux. Les milieux humides jouent des rôles écologiques super importants. Puis au-delà de ça, c'est qu'on a tellement détruit de milieux humides, puis on se rend tellement compte qu'ils sont importants qu'on essaie de recréer de manière artificielle ce que ces milieux-là jouent naturellement. Ça coûte beaucoup plus cher en reconstruire que de les conserver. Il faut que la communauté, il faut que les décideurs voient les milieux humides comme étant des infrastructures vertes à impact positif sur le territoire. Parce que demain matin, le marais disparaît, on va très certainement être soumis à des épisodes d'inondation. Donc, des inondations qui vont avoir des impacts sur les infrastructures routières notamment. Demain, le marais disparaît, problématique d'îlots de chaleur au centre-ville de Magog. Donc, ça a des impacts sur la santé publique. Le marais, c'est vraiment important parce que, vous le savez, c'est le poumon du lac. Là. Il y a plein de choses intéressantes qui se sont greffées autour, mais à la base, c'est un lieu pour préserver la qualité exceptionnelle de notre environnement puis la qualité de l'eau de notre lac. Mais tu sais, le lac Malfré-Magog, à la base, c'est un bassin d'eau potable, hein, pour nous, mais pour Sherbrooke aussi, on l'oublie souvent. Donc, c'est beaucoup de gens. Oui, puis c'est un lac qui fait 2 pays. Hein? En plus de faire plusieurs municipalités, il fait 2 pays.
Le Marais, en fait, la MRAC, c'est une cause, c'est une mission de protection, une mission d'éducation. On a la chance de pouvoir compter sur plein de gens qui étaient là dans le passé, qui sont jamais très loin du Marais. Et là, bien, c'est à nous d'écrire les prochaines pages de notre histoire, de pouvoir faire du Marais de la Rivière-aux-Cerises une réserve naturelle, donc un milieu naturel protégé à perpétuité, donc légalement sous entente. Puis là, on aurait notre corridor vert avec le Parc national du Mont-Ford, avec le lac, qui serait là pour les générations futures. Si on veut continuer à faire les activités qu'on aime faire en ce moment, genre en montant aller faire de la marche en forêt ou du vélo de montagne. Faut des montagnes, faut des forêts. Faut des montagnes, faut des forêts. Il faut pas juste genre des forêts artificielles ou genre un pump track en plein milieu d'un centre-ville. C'est une inspiration pour les gens qui disent est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on peut le faire? Non seulement on peut le faire, on doit le faire. C'est une obligation de léguer notre environnement en meilleur état qu'on le prend présentement. Moi, je trouve que c'est au-delà, le loin des espérances que j'avais pour ce petit bout de marais, ce petit bout de swamp, là.